À ceux qui en ont assez des déficits, des hôpitaux qui tombent en ruine, de l'improvisation constante, on sera là pour vous. À tous ceux qui n'en veulent pas de référendum, on sera là pour vous. À tous ceux qui ont quitté temporairement le parti, mais qui reviennent, puis on vous aime, puis on vous accueille, on sera là pour vous. Pablo Rodriguez, hier, après sa victoire à la direction du Parti libéral du Québec, 52 des militants l'ont appuyé après 2 tours de scrutin. Quels sont les défis qui l'attendent maintenant en route vers l'élection provinciale qui aura lieu à l'automne 2026? Fanny Chantal Michel, bonjour. 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 Alec est absent cette semaine, Fanny est avec nous. Commençons justement par cette victoire de Pablo Rodriguez. Michel, vous étiez là, vous, hier à Québec. Est-ce qu'il a les coups des franges? On a l'impression. 52 quand on regardait le résultat final entre lui et M. Milliard, ça me semblait un peu serré. Qu'est-ce que vous en avez perçu, vous? Bon, d'abord, c'est pas 52-48. Ça, c'est un résultat du système électoral extrêmement compliqué qu'ils ont mis en place. Il y a des libéraux qui me disaient hier, on ne sait pas trop comment ça marche, il fallait que l'ordinateur comprend, lui. Alors, ça vous donne une idée. Mais M. Rodriguez a gagné, et il a gagné de façon assez franche. Donc, il n'y a pas de problème de légitimité sur son leadership. Mais ce que tout ça nous montre, c'est l'état de délabrement du Parti libéral à l'interne. Il n'avait que 15 000 membres quand la course a commencé. Je vous donne juste un ordre de grandeur. Le PQ n'a plus que 40 000. Ils en ont réussi à en faire rentrer. D'habitude, une course sur le leadership, ça fait rentrer des membres. Ça. En fait, ils ont fait signer 5 000 cartes bandes de plus. C'est pas beaucoup de gens. Et M. Rodriguez est un organisateur. Il sait ce qu'il doit faire. Il l'a fait pour Justin Trudeau comme lieutenant du Québec. Il faut qu'il s'en aille en région. Il faut qu'il recrute des organisateurs puis des candidats potentiels en Abitibi, en Gaspésie, sur la Côte-Nord, etc. Il ne rentrera pas à l'Assemblée nationale de sitôt. Ouais. Chantal, il y a tout un travail de reconstruction à faire, puis c'est déjà compliqué pour le Parti libéral au Québec parce que c'est souvent concentré dans la région de Montréal, dans les grands centres. Est-ce que M. Rodriguez est, un gars de Montréal, l'homme de la situation pour essayer d'aller percer en région? Il va avoir vraiment besoin de l'aide de gens comme Carl Blackburn qui l'a évincé au leadership parce que il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur Pablo Rodriguez, mais un homme de région, il n'est pas. Et quelqu'un à qui on reconnaît des racines profondes dans le Parti libéral du Québec, ça remonte à trop longtemps. Le contexte n'a pas été très favorable au Parti libéral, dans le sens où il s'est passé tellement de choses que cette course-là a passé complètement sous le tapis. Est-ce que ça va changer beaucoup au cours de la prochaine année? Probablement, parce qu'on va se diriger vers des élections, mais en même temps, il va y avoir le facteur Carney. M. Rodriguez vient de la mouvance fédérale libérale. Dans le moment, c'est bon. Dans un an, on verra où on sera, mais forcément, si ça commence à aller plus mal pour Mark Carney, ça va être plus difficile. Je ferai juste un commentaire, là, M. Rodriguez est habitué à la Chambre des communes où on crie très fort parce qu'on se fait huer et chahuter de l'autre côté. Je pense qu'il va devoir apprendre qu'un micro, ça sert à ça. Oui. Fanny, vous l'avez connu, vous, M. Rodriguez, sur la colline du Parlement à Ottawa. Durant la course, on a souvent ramené sur la table son passé de libéral fédéral. Est-ce que c'est le genre d'élément qui va traîner longtemps? Est-ce que ça peut lui nuire, d'après vous? Je pense que si Justin Trudeau était resté premier ministre, oui, ça aurait pu tirer Pablo Rodriguez vers le bas. Mais en ce moment, quand on regarde les intentions de vote, quand on regarde l'appui populaire au Québec de Mark Carney, j'ai plutôt l'impression qu'il pourrait surfer sur la popularité de Mark Carney. Quand même, les libéraux ont fait mieux en 2025 sous Mark Carney qu'à Justin Trudeau en 2015. Donc, il y a quelque chose à bâtir là-dessus. Quand on parle à l'entourage de Pablo Rodriguez, on a l'impression qu'ils vont miser sur 2 choses. D'abord, la crainte du référendum. On va essayer de disqualifier la CAQ pour vraiment présenter aux Québécois une espèce de choix binaire où on va dire, bien, soit vous votez pour le Parti québécois et vous avez un référendum sur la souveraineté, soit vous votez pour le Parti libéral du Québec et là, vous avez un rempart contre ça. Et on nous dit aussi qu'on va essayer surtout de miser sur la personnalité de Pablo Rodriguez, qu'on va présenter comme quelqu'un de chaleureux, dynamique, accueillant et qu'on va essayer de dépeindre Paul Saint-Pierre Plamondon comme quelqu'un qui est peut-être un peu froid, un peu distant, mais
Mais attention, quand on parle à des gens qui ont travaillé de près au cabinet avec Pablo Rodriguez, c'était pas le ministre le plus minutieux, le plus studieux. Il s'endormait pas en lisant les cartables de notes. Donc, probablement que compte tenu de l'ampleur de la tâche qu'il a devant lui, il va devoir peut-être faire preuve d'un petit peu plus d'attention aux détails, être un peu plus travaillant pour vraiment être capable de présenter aux Québécois quelque chose d'autre que simplement brandir le spectre d'un référendum. Oui, peut-être qu'il y a besoin d'être un petit peu plus attentif à ces documents-là, effectivement. Fanny souligne l'idée de s'en prendre davantage au Parti québécois. Michel, on s'est entretenu avec M. Rodriguez un peu plus tôt qui disait « Non, mais la CAQ est encore là. » Mais est-ce que la prochaine élection, ça se joue fédéraliste-souverainiste, d'après vous? Ça pourrait, on le verra, mais là, la CAQ actuellement est vraiment dans les bas-fonds aussi. Elle pourrait remonter quelque peu et redevenir un joueur, mais actuellement, oui, c'est une lutte entre les libéraux et les péquistes, comme dans le bon vieux temps, je suis tenté de vous dire. Il n'est pas dit que M. Legault sera là, par exemple, à la prochaine élection, même s'il le dit. Il reste un an. Ils ont le temps de faire ça s'ils le veulent. Donc, il faudra voir, mais c'est clair que pour M. Rodriguez, non au référendum, ça avait marché, pas très bien marché pour Jean Charest à l'époque, ça peut marcher encore. Le problème du PQ, c'est quand même ça. Il doit promettre, M. Saint-Pierre Plamondon, à ses militants un référendum parce qu'ils en veulent. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas militant du PQ au Québec et que dans la population en général, c'est pas une idée qui est extraordinairement populaire, c'est le moins qu'on peut se dire. Chantal, là-dessus? Oui. S'il y a une chose que la leçon de Pierre Poilievre devrait avoir appris à tout le monde, c'est que ce qui se passe aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qui risque de se passer en campagne électorale dans un an. Par exemple, la lune de miel de Mark Carney, je veux bien lui souhaiter beaucoup de bonheur, mais c'est certain qu'aux prochaines élections au Québec, il ne sera plus en lune de miel. On va être ailleurs. Le contexte, oui, avoir une bataille fédéraliste contre souverainiste, mais attention, on ne sait pas non plus dans quel état va être le dossier canado-américain et donc celui du Québec. Est-ce qu'à ce moment-là, la CAQ, avec François Legault ou avec quelqu'un d'autre, peut faire figure de solution? Il n'y a peut-être pas d'engouement pour un référendum au Québec, on le voit bien, mais il n'y a franchement pas non plus un grand intérêt pour une campagne qui se résume à une guerre de drapeaux entre fédéralistes et souverainistes. Ça suffira pas pour faire la différence. Et je reviens à ce que Fanny a dit. On vous donne un point de vue fédéral sur Pablo Rodriguez, mais c'est un point de vue réel. Quand on dit qu'il va devoir faire plus attention à ses dossiers et être plus travaillant, là, ça vient de gens qui l'ont suivi en politique pour vrai pendant plusieurs années. Donc, il y a des croûtes à manger quelque part. Et non, c'est pas la situation de Jean Charest qui se présentait contre Lucien Bouchard au lendemain d'un référendum qui avait presque gagné, alors que dans le moment, l'appui à la souveraineté est à 30 %. Il n'y a rien non plus qui empêche Paul Saint-Pierre Plamondon tout à coup de découvrir qu'on est dans une crise existentielle, ça ne vous rappelle pas quelque chose, et que pour l'instant, il faut mettre de côté le plan référendaire pour s'occuper de choses plus pressantes à cause du contexte. Bon, l'autre élément et la raison pour laquelle on voit ces belles montagnes derrière moi, c'est qu'on est à quelques heures de l'ouverture du sommet de Kananaskis, sommet du G7. Les dirigeants du monde s'en viennent ici. Hier soir, M. Carney a reçu son homologue britannique qui l'a amené prendre une bière dans un pub à Ottawa pour regarder le hockey. On en a beaucoup entendu parler aussi ici, le hockey, les Oilers étant dans les séries. Fanny, quelle est l'importance du sommet de Kananaskis, s'il te plaît? L'importance du G7 lui-même est moins importante que par le passé. Hein? Il y a une trentaine d'années, les pays du G7 représentaient 63 % du PIB mondial. C'est tombé à 44 %. Mais on est quand même dans un contexte géopolitique très important. Il y a plusieurs crises. Donc, c'est important dans ce contexte-là, quand on voit ce qui se passe en Ukraine, au Moyen-Orient, etc., c'est important de se rassembler et d'avoir des tête-à-tête avec des gens qui, en principe, sont nos alliés, nous ressemblent et ont des intérêts communs avec nous. Ça va être important pour Mark Carney aussi, parce que ce sont ses premiers pas sur la scène diplomatique et c'est quand même un coefficient de difficulté assez élevé qu'il a devant lui, parce qu'il a deux chapeaux.
Donc, il doit à la fois être l'hôte d'un sommet multilatéral, donc essayer d'aplanir les différences qui existent entre les différents pays du G7 et les invités qu'il a ajoutés là, parmi la liste de gens qui sont ici à Kananaskis. Et en même temps, il y a son chapeau de premier ministre qui soigne la relation bilatérale très compliquée qu'on a en ce moment avec les États-Unis. Donc, c'est pas toujours confortable de devoir manœuvrer avec ces deux rôles-là. Par ailleurs, j'ai l'impression aussi que les relations bilatérales des autres pays du G7 avec Donald Trump vont être très importantes. Donald Trump a imposé du protectionnisme, a imposé des tarifs douaniers à l'ensemble des pays du G7. Et donc, on va vouloir avoir des tête-à-tête. Les premiers ministres, les présidents vont vouloir avoir un tête-à-tête avec lui et peut-être essayer de rebâtir sur des bases nouvelles leur relation avec lui. Parce qu'il faut quand même le rappeler, Daniel, c'est aussi le premier sommet du G7 depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Chantal, on a modéré les attentes beaucoup cette semaine en disant pas de communiqué final. On sent qu'il y a beaucoup de tensions, évidemment, Iran-Israël, on l'a vu depuis vendredi. À quel point est-ce que c'est la bonne tactique de la part du premier ministre canadien de tenter de mettre la barre plus bas un peu? Bien, c'était la seule façon de faire les choses. Renoncer au communiqué final, c'est renoncer à cette espèce d'obligation de résultat. On réussit si tout le monde signe le communiqué final, comprendre par tout le monde Donald Trump, et on échoue s'il ne le signe pas. Là, on a enlevé ça du paysage. C'est encore plus inspirant comme idée quand on considère que Donald Trump va peut-être débarquer d'assez mauvaise humeur. Son défilé de fête, c'est pas vraiment passé comme il l'aurait voulu, et tout le monde le sait. Alors, le travail de Mark Carney, c'est effectivement d'essayer que cette humeur-là ne déteigne pas sur l'ensemble du sommet. Et en particulier, on en parle moins, hein, mais M. Carney avait laissé entendre jusqu'à cette semaine qu'il pourrait signer un accord global avec Donald Trump sur la question des tarifs. Et selon Mark Carney, si ça arrivait, les tarifs disparaîtraient. On en parle beaucoup moins. Mais s'il y a une ligne qu'on a située au niveau des résultats du côté du Canada, l'idée qu'on a laissé flotter de cette possibilité-là, ça va effectivement faire partie du bilan. Est-ce que ça arrive ou ça n'arrive pas? Et si ça n'arrive pas, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, et c'est vrai que M. Carney, et en entrevue en début de semaine, M. Carney avait dit c'est encore quelque chose qu'on espère, une entente avec les États-Unis. Michel, est-ce que c'est encore dans les cartons? Ça semble être beaucoup moins dans les cartons, mais en même temps, c'était un peu un deadline artificiel, le G7. On peut conclure une entente la semaine prochaine aussi avec les États-Unis, puis ça va marcher si ça marche. On a peut-être mis trop d'emphase sur le G7, d'autant que cette année, il va peut-être revenir un peu plus aux bases du G7, au début du G7, quand on disait c'est une occasion pour les dirigeants de se parler informellement, de regarder chacun leur état du dossier, puis de dire, bon, ben, comparer leurs notes, etc. C'était pas quelque chose qui allait donner des grands résultats. Chantal a tout à fait raison. L'idée de ne pas avoir de communiqué final, d'avoir une déclaration du président, c'est une façon de dire, ben, Donald Trump ne pourra pas bousiller le débat comme il l'avait fait à Charlevoix il y a plusieurs années. Mais ce qui n'est pas perdu, c'est le temps que chacun peut avoir avec chacun des autres. Vous savez, avoir le temps de parler à Macron, d'avoir le temps de parler à Starmer, ça c'est important, sans compter tous les autres qui ont été invités en marge du G7, mais qui vont être là aussi. M. Maudit, d'autres. Oui, effectivement. Parlons-en justement, il nous reste une vingtaine de secondes, Fanny. L'importance des invités au G7. On voit vraiment deux styles de leadership tellement différents entre Justin Trudeau et Mark Carney. Justin Trudeau qui voulait que le Canada reprenne sa place sur la scène internationale en misant sur des valeurs, démocratie, égalité des sexes, changement climatique. Mark Carney met au-dessus de ces valeurs-là du pragmatisme économique en invitant notamment le premier ministre de l'Inde pour essayer de diversifier ses marchés. Alors, on voit vraiment qu'il a une façon différente d'essayer d'inscrire le Canada sur la scène globale. Ouais. On va voir si ça va fonctionner. Maintenant, c'est toujours le grand défi de ces rencontres-là. Ils arrivent cet après-midi, les chefs d'État. Ils sont ici et on a pas d'indication que M. Trump n'y participera pas, même si ça circule dans certaines agences. On verra bien. Et ils repartent un peu plus tard cette semaine. Fanny, Chantal, Michel, merci d'avoir été là. Au revoir. Au revoir.